Marie, un peu de discipline. C'est le 1 ou le 2 des concertos de Rachmaninoff? Aucune idée, Laurent. Comment vous dire? Comment remettre un petit peu de sérieux C'est une compile, c'est un peu des deux. On enchaîne effectivement avec vous, Marie, avec la rentrée littéraire. Et pour patienter en attendant l'annonce des lauréats des grands prix que l'on connaît, que ce soit les Renaudot, les Goncourt et autres, Femina aussi, vous avez exhumé les archives de notre partenaire, de l'INA. Qui est une grande maison, Institut national de l'audiovisuel, qui possède effectivement des trésors. Et alors, vous avez découvert quelques auteurs, j'allais dire, un petit peu plus jeunes? Oui, plus jeunes à l'époque, ils étaient jeunes. Mais ce qui est intéressant, là, en fait, on est vraiment sur leur méthode de travail et la créativité, si vous voulez. Et donc, chaque écrivain, forcément, a ses habitudes, a une méthode de travail bien à lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait qu'il y ait aussi un moment, on va dire, favorable à la créativité et à l'imagination. C'est évidemment le matin. Je m'adresse à toi parce que je suis sûre que tu travailles très tôt le matin. Pas du tout. Comme notre ici. Hein. En fait, tu pleures tous les matins quand tu dois venir ici. Je suis pas seul. Donc, il y a des écrivains qui se lèvent très tôt le matin, voilà, et il y en a d'autres qui vont se coucher très tard ou très tôt le matin aussi. Et ça, c'est assez étonnant. Il y avait, je peux vous donner des noms, il y a Kafka, Balzac qui, lui, commençait sa journée d'écriture à 1h du mat'. C'est assez marrant. Mais ce que j'ai remarqué, surtout dans les archives, le truc un peu récurrent qui revient à chaque fois, c'est la marche à pied. C'est-à-dire que tous les écrivains ont besoin de marcher. Alors tous marchent, ils marchent pendant des heures. Vous avez Georges Simenon, par exemple, qui pouvait marcher pendant 5 heures dans la campagne pour juste se vider la tête. Et ce que vous allez voir également dans le sujet, c'est très drôle, c'est qu'il y en a il y a un écrivain qui, lui, écrit son roman tout en marchant. Il n'écrit pas juste des notes comme ça. Il n'est jamais tombé. Il écrit... Non, parce qu'il raconte, en fait, il connaît son chemin par cœur, c'est toujours le même depuis 30 ans, alors il fait toujours le truc. Et c'est assez marrant, vous allez voir. Donc, si vous pensiez effectivement que les écrivains écrivaient juste derrière leur bureau, eh bien non, sachez qu'il y en a pas mal qui écrivent debout et qui écrivent aussi couchés dans leur lit ou les canapés. Enfin, je n'en dis pas plus, regardez plutôt. Comment est le sujet chez vous, le sujet du roman? On peut dire que ça naît fortuitement. C'est-à-dire que je sais quand je suis en état de roman, si je puis dire, c'est-à-dire quand j'ai ce besoin de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, quand j'en ai assez de ma peau à moi. Et alors je vais marcher. Je marche à l'infini, quelquefois ça dure 1 heure, quelquefois ça dure 5 heures. Je marche en me vidant de moi-même. L'esprit de création est la plus haute forme de l'esprit de contradiction. Vous savez que quand on crée, on contredit quelque chose, on s'oppose. On s'oppose forcément à une force pour en y substituer une autre. Eh bien, je ne sais pas si j'ai l'esprit de création, mais j'ai l'esprit de contradiction. Pour moi, la création littéraire commence par la prière et finit par la prière. Et elle s'exerce tout le temps dans la présence de Dieu. Car c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose, une sorte de miracle. Et avec ces mots de rien, je fais des personnages dans lesquels vous croyez. C'était la première fois que j'écrivais sans alcool, et tout. C'était très différent? C'était très dur, oui. Très dur? Très dur. Vous vous sentiez autre? Oui, enfin, c'est toujours dur d'écrire, mais là, j'avais plus peur, bien plus peur que d'habitude. Vous aviez peur d'écrire mal? J'avais peur d'écrire n'importe quoi. Quand un problème me hante par trop, ben, faut que je m'en débarrasse. Je crois que c'est valable pour beaucoup d'écrivains. On écrit pour exorciser les problèmes, pour exorciser les personnages, pour vivre, pour sortir la tête de l'eau. Voilà pourquoi on écrit. J'ai souvent dit, et j'ai encore plus souvent pensé, que la question se posait exactement de la même manière que si j'avais à écrire la vie de mon père, par exemple. Qu'est-ce que je ferais? Je relirais ses lettres, s'il y avait des lettres. Je m'informerai auprès des personnes qui l'ont connu. Je devrais reconnaître qu'il y a des périodes de sa vie dont je ne sais absolument rien, et rien ne me prouve que ce ne sont pas les plus importantes. Je me suis toujours donné comme première phrase, une phrase même assez absurde, enfin, une phrase typique, un incipit typique de roman de basse qualité. Et j'écris en marchant. J'ai toujours dans ma poche une espèce de petit carnet. Je prends
pas des notes, j'écris vraiment les dialogues, le texte même. Évidemment, ça paraît... Dangereux. C'est pas dangereux quand on connaît son itinéraire, très bien. Moi, je le connais comme un bœuf connaît le sillon. Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre? Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Et il se redresse, il me sourit et il me dit, j'ai mis le mot fin. Je peux mourir maintenant. Quelle tendresse dans les mots de Céleste Albarré. J'adore Céleste Albarré, je ne m'en lasse pas. À chaque fois, j'ai besoin de mettre un petit extrait parce qu'elle raconte, elle parle de Marcel Proust avec une telle admiration. Elle lui voulait un culte extraordinaire. Ça a été vraiment l'unique confidente de Marcel Proust pendant ces dernières années, juste avant qu'il ne meure. En fait, Céleste Albarré, c'est elle qui a eu cette extraordinaire idée de coller des petits feuillets dans le manuscrit de Marcel Proust. À chaque fois, il avait besoin de rajouter des choses et elle lui a donné cette merveilleuse idée de coller comme ça des petites feuilles à la suite de son manuscrit. Voilà. Merci Marie.